Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. On est très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV, le MAG. C'est déjà la 100e. Et oui, ma chère Irina Capron. Eh oui, déjà. Ça passe vite, hein? 100 numéros avec moi. Je ne sais pas comment vous faites. Moi non plus. Ça commence bien, 100 numéros. Et on va fêter ça forcément de fort belle manière en allant sans plus tarder dans mon pays. Coup de cœur, c'est parti pour le sommaire. Direction sans plus tarder le Japon, pays où on ne badine décidément pas avec l'école, l'éducation, priorité des priorités. Comment fonctionne ce modèle japonais? Irina Capron, elle est là, vous l'avez vu. Elle vous dit tout dans un instant, japonais, mathématiques ou encore sport, des cours somme toute classiques, mais surtout l'apprentissage de bon nombre de valeurs, à commencer par le respect des autres. Et vous verrez que ça commence dès le plus jeune âge. Le débat qui fait rage en France, mais aussi justement au Japon. Les élèves sont-ils soumis à trop de stress à l'école? La compétition est terrible et vous verrez que pour être embauchés, certains japonaises sont forcément toujours en quête de perfection. Et ce n'est pas sans conséquence. On en parle avec mes invités. Bonjour Yuko Ayakawa Seisnek. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes responsable du département japonais de l'IMBA Business School à Quimper, en Bretagne. Et puis on est également en ligne avec Shinji Ida. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de la faculté des études culturelles internationales de The International University of Kagoshima. Ça se trouve au Japon et on en parle juste après. Eh bien, la loupe avec Irina. Salut Irina. Rebonjour Patrice. Je vais faire un effort, je vais oublier les petites critiques du début. C'était une plaisanterie. C'était une plaisanterie. Bien évidemment. À quoi ressemble le système scolaire au Japon? Alors tout d'abord, l'enseignement est obligatoire de 6 à 15 ans. Ensuite, concernant le découpage des cycles, eh bien, ça reste très similaire à celui de la France, c'est-à-dire après la maternelle qui est facultative et qui dure 3 ans, les élèves entrent en primaire pour 6 ans, donc une année supplémentaire par rapport à nous en France. Il y a ensuite le collège qui dure 3 ans. Et à 15 ans, les adolescents japonais entrent au lycée, toujours pour 3 ans. Le lycée n'est pas obligatoire, mais il est tout de même très suivi. Et à la fin de ces 3 années de lycée, les élèves passent un test appelé le test SENTA, qui est en réalité le test du Centre national des admissions à l'université. Donc il s'agit d'un diplôme d'entrée à l'université très sélectif. On parle de quel rythme scolaire au Japon? Alors l'année scolaire ne débute pas en septembre comme chez nous en France, mais en avril, et elle se découpe en 3 trimestres. Alors le premier trimestre de avril à mi-juillet, le deuxième trimestre de septembre à mi-décembre, et le dernier de début janvier à début mars. Les élèves ont 10 semaines de vacances dans l'année contre 16 chez nous en France. Et concernant les horaires, eh bien, les élèves japonais ont cours du lundi au vendredi, généralement de 8h30 à 15h30, mais ils ont également cours 2 samedis par mois, donc le premier et le troisième samedi du mois, de 8h30 à midi, et les cours durent environ 50 minutes, entrecoupés d'une pause de 5 minutes et la pause déjeuner environ de 35 minutes. Ils ont moins de vacances, mais ils ont aussi des journées plus courtes, on le verra dans un instant, mais en termes de rythme, ça reste quand même intense. Effectivement, surtout que les week-ends sont consacrés aux devoirs et aux cours particuliers. Il faut savoir qu'à partir du collège, l'école devient très compétitive. Les élèves ont beaucoup de pression pour être parmi les meilleurs de la classe, pour pouvoir intégrer par la suite une très bonne université. Donc ils prennent des cours du soir et des cours particuliers le week-end. L'école au Japon est connue pour être exigeante et sélective. Quelles sont les autres particularités de ce système japonais? Alors, rigueur, discipline et élitisme sont les maîtres mots. Voilà, c'est tout vous, ça. Au Japon, on ne redouble pas et on ne saute pas de classe. Les professeurs sont très respectés. Au début et à la fin de chaque cours, les élèves doivent faire une révérence au professeur. Le port de l'uniforme est obligatoire dans les établissements scolaires, surtout au collège et au lycée. Et l'apprentissage est basé sur la mémorisation. Donc si le système éducatif français tente de cultiver l'esprit d'analyse, eh bien au Japon, les élèves suivent un enseignement magistral et l'apprentissage se base sur la méthode du par cœur. D'accord, beaucoup par cœur. Le sport a-t-il sa place là-bas? Alors pratiquement tous les élèves ont une activité extrascolaire comme le baseball, le football ou le tennis, mais surtout le judo qui est l'art martial traditionnel et qui attire de plus en plus de garçons et de filles. Donc la plupart des élèves rejoignent des clubs de sport et participent à des compétitions à l'échelle nationale. Et en plus du sport, l'art a également une place très importante au Japon. À l'école, les élèves apprennent les arts traditionnels comme la calligraphie et la poésie. Merci Irina, on creuse tout ça à l'expression orale, c'est parti. Allez, l'expression orale avec Shinji Ida, avec Yuko Ayakawa Seisnek. Yuko, quelle est l'importance de l'éducation justement au Japon? L'éducation au Japon, c'est très très important. En fait, alors, je vous donne juste un exemple. Il y a de plus en plus des parents, mais plutôt de classe au-dessus de moyenne,
qui préfèrent inscrire les enfants dès la maternelle privée, pour assurer le meilleur enseignement jusqu'aux études supérieures, ça veut dire jusqu'à l'université. Donc il y a un système comme ça en fait. 162 jours d'école en France, au Japon, il y en a 200, mais est-ce que vous me dites que là-bas, peut-être les rythmes scolaires sont peut-être mieux adaptés, vous qui connaissez justement les deux systèmes, Yuko? Alors, donc, pardon, ça a été coupé, je suis désolée. Quelle est la différence au niveau du collège? Yuko, 162 jours d'école en France, c'est plus de 200 au Japon, ça fait des années, des saisons plus longues, si je puis dire, en tout cas au Japon, mais peut-être un rythme plus adapté pour les enfants, on sort plutôt de cours? Oui, effectivement, on parle souvent de ça, et la différence, c'est que ils sont de plus en plus peut-être un peu formatés par rapport au rythme de travail dans la vie active qui arrive à partir de l'âge de 22 ans ou 24 ans. Et c'est vrai que là, le Japon est connu comme image d'un pays où les gens travaillent vraiment beaucoup, et que c'est vrai que le décalage, l'écart des heures de cours entre la France et le Japon, c'est pour un peu, dans un certain sens, formater les plus jeunes pour qu'ils puissent s'adapter au rythme de travail à la sortie de leur vie scolaire. Shinji Ida, je rappelle que vous êtes professeur de la faculté des études culturelles internationales à the International University of Kagoshima. On le disait effectivement à propos de ce rythme scolaire élevé pour les élèves, mais également pour les professeurs. J'ai le sentiment que les professeurs japonais n'ont pas vraiment de vacances. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, non. Mais déjà, le trimestre est trop long. En France, 7 semaines de travail, 2 semaines de vacances. Mais au Japon, par exemple, le premier trimestre, ça commence à début avril. Oui. Et après, vous avez une semaine de vacances début mai. Mais après, de début mai jusqu'à mi-juillet, aucune vacances, aucun jour de férié. Et pendant ça, là, au Japon, il fait chaud, il pleut beaucoup, et les gens sont vraiment fatigués. J'ai l'impression que les profs ne s'arrêtent jamais et que les rares fois où ils sont en vacances au Japon, ils doivent préparer les cours d'après. Au nom du professorat est une vocation. D'accord. On exploite les profs. C'est triste à dire, mais c'est un peu comme ça. Donc maintenant, au Japon, il y a une crise assez profonde de recrutement, sans doute bien plus inquiétante qu'en France. Yuko, comment est considéré aujourd'hui, effectivement, on a peut-être un élément de réponse avec ce que vient de dire Shinji, comment est considéré en 2022 le professeur au Japon? Est-ce que justement c'est toujours une personnalité à part, une personne qui compte, ou ça commence à changer? Bien, je pense que la profession, le métier de l'enseignement, d'enseignant, le professeur, c'est quand même un des métiers les mieux respectés au Japon. En fait, je pense que vous connaissez le terme qui se prononce sensei. Oui. C'est un mot japonais qui est plutôt connu dans le milieu des sports, des arts martiaux, comme judo ou bien aikido. Et on appelle sensei les professeurs et les enseignants, même à partir de la classe maternelle. Et avec cette appellation-là, donc sensei, les élèves montrent leur respect à leurs enseignants, et que dans l'esprit, c'est bien gravé. En fait, le métier de l'enseignant, le professeur, c'est un métier vraiment très respectable et respecté, aujourd'hui encore. Shinji, vous me dites aujourd'hui que les élèves respectent encore le professeur, mais c'est peut-être les autorités qui ne les respectent pas ou qui les respectent moins, c'est ça? Oui, il y a ça, mais aussi, je pense que les parents
sont de plus en plus exigeants vis-à-vis des professeurs, vis-à-vis de l'école. Et non, certes, les professeurs sont restent une profession respectée, mais de moins en moins quand même. Il faut le dire. Yuko, quel est votre sentiment? On parle très souvent, effectivement, Irina Capron ici en plateau en a parlé. Vu de France, on parle souvent du niveau et peut-être de la pédagogie des cours au Japon, avec des cours qui sont visiblement très souvent basés sur le par cœur. On apprend par cœur et on recrache. Oui, ça a été toujours comme ça. En fait, si ça reste toujours comme ça aujourd'hui, eh bien, quand j'ai été scolarisée au Japon, enfin bon, ça fait ça fait un petit moment, mais à mon époque, je pense que c'était beaucoup plus ancré dans l'enseignement, le secondaire, de connaître tout par cœur, soit l'histoire du Japon, soit l'histoire du monde entier, ou bien même l'apprentissage, la méthode de l'apprentissage de langue étrangère, c'était vraiment par cœur. C'était un peu voilà, c'était un peu comme si c'était une religion, c'était un peu ça. Et je pense que ça doit rester toujours comme ça dans le système scolaire au Japon aujourd'hui encore. Shinji, est-ce que justement cette méthodologie a montré ses limites, le fait d'apprendre par cœur et de réciter par cœur ses cours, est-ce que c'est en train de changer ou pas du tout? C'est toujours la même chose? Chez beaucoup de professeurs, beaucoup de fonctionnaires, quand il y a une prise de conscience de nécessité de changement de l'école et de l'enseignement, mais au Japon, on ne donne pas assez de moyens, assez de temps pour la formation des profs et pour la réorganisation du concours qui représente beaucoup d'enjeux au Japon. Donc, je suis assez pessimiste pour ce changement. Je suis très étonné de ce que vous me racontez, Shinji, parce que Irina et moi, on fait quand même chaque semaine des émissions sur les pays du monde entier, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit sur le continent américain. On a fait aussi des émissions notamment sur la Chine, où on voit que le gouvernement communiste met beaucoup d'argent effectivement dans son système d'éducation, dans son système scolaire. Et là, vous me dites que, en gros, au Japon, le gouvernement ne met peut-être plus les moyens, c'est ça? Est-ce que vous avez un élément d'explication? Le Japon, c'est un vieux pays vieillissant. Et on a de moins en moins de population active. Et non, c'est vraiment... j'ai envie quand même de temps en temps de me dire que c'est un pays de dictature. Donc tout est tourné pour satisfaire les besoins de personnes âgées. Bien sûr, j'exagère un peu. Yuko, est-ce qu'il y a des écoles qui ferment aujourd'hui au Japon? J'ai beaucoup lu ça. Si les écoles ferment, c'est plutôt à la campagne, où la population diminue de plus en plus et la population vieillit. Eh bien, c'est par rapport à ça que, à faute de jeunes générations, donc les enfants de 6 ans à 18 ans, malheureusement, il y a des établissements scolaires qui sont obligés de fermer. Voilà. Mais par contre, en contraste de ça, dans les grandes agglomérations comme la région de Tokyo, ou bien la région d'Osaka, ou bien dans tous autour de grandes villes, c'est plutôt une concentration des gens qui viennent s'installer et qui scolarisent leurs enfants. Voilà. Donc, je pense que la fossé entre ce qui se passe à la campagne et ce qui se passe à la grande agglomération devient de plus en plus important. Shinji, Hilda, ces écoles qui ferment notamment dans les territoires ruraux, dans les zones rurales, à la campagne, c'est un sujet aujourd'hui au Japon?
Oui, absolument, absolument. Par exemple, au Japon, j'habite en Provence. Donc souvent, non seulement on ferme les écoles, on ferme les collèges, et on met ensemble l'école primaire et le collège. Puisque une seule école, un seul école ne tient plus en Provence. Yuko, est-ce que vous avez le sentiment qu'une grande place dans l'éducation au Japon est consacrée peut-être aux valeurs et à l'apprentissage de la vie, à la comparaison, et vous connaissez aussi le système français, et que peut-être en France, on apprend peut-être plus certainement aux élèves à passer au niveau supérieur, mais ça c'est peut-être moins appliqué justement aux valeurs du quotidien? Oui. Comment dire euh, au Japon, ce qu'on essaye de valoriser d'une manière globale dans l'enseignement secondaire, c'est de la progression, de la suivi de progression, suivi de développement progressif. Donc c'est pour ça que tout à l'heure vous avez parlé de moins de sauter des classes, moins de redoublement au Japon. C'est lié à ça, c'est-à-dire qu'en France, dès qu'on repère des élèves qui sont susceptibles de passer en niveau supérieur en sautant une classe, ils le font, tandis qu'au Japon, ils préfèrent quand même rester plutôt calme, c'est-à-dire que en suivant de près les enfants avec l'âge, en respectant vraiment l'âge, à tel âge il faut apprendre celui-ci. Je pense que ça doit être ça la différence entre la France et le Japon. Shinji, c'est aussi votre sentiment? Est-ce qu'en France, c'est peut-être l'école des devoirs et qu'au Japon, c'est un peu plus l'école de la vie? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Non, mais en France aussi, les valeurs sont importantes. La démocratie, les droits de l'homme. Donc, les deux pays on met beaucoup d'importance aux valeurs. Mais quelles valeurs dont il s'agit? Ça, c'est la question. Mais justement, quelles valeurs sont enseignées? Je ne pense pas que les valeurs... Allez-y. Que le Japon essaie de transmettre aux élèves sont dignes de l'énergie qu'on met pour les transmettre. C'est une question que je me pose. Mais de quelles valeurs parle-t-on? Les valeurs de respect peut-être justement qui sont enseignées dès le plus jeune âge, dès la maternelle j'imagine au Japon? Oui. Mais si ça dépasse un certain point, est-ce que c'est... Oui. Quand même, le Japon, c'est... Il faut être comme les autres. Et des fois, c'est pénible pour les enfants. Yuko, et pour les enseignants aussi, sans doute. Yuko, c'est aussi votre sentiment peut-être, je grossis un peu le trait, mais dès la crèche, on a des responsabilités au Japon? Oui. Là, je rejoins à ce qu'il vient de dire monsieur Ida. Je pense qu'on n'aime pas trop au Japon, quand on commence à faire quelque chose qui ne ressemble pas à ce qu'ils font les autres. Ça explique pourquoi les Japonais, peut-être même adultes, respectent en tout cas les espaces publics. En tout cas, moi, c'est une des choses que j'ai aimé quand j'étais au Japon. C'est vrai que tu peux limite dormir dans les transports et que t'as personne qui va jeter un papier ou tout autre c'est vrai parce qu'à l'école, ils apprennent chaque groupe. Il y a un groupe d'enfants chaque jour qui nettoie les classes, les récréations, etc. Oui. Il n'y a pas ça en France. Et nous aussi, nous, on apprend juste à déranger. Oui. Et en plus, on est félicité pour le coup, ma chère Irina. On fait sans plus tarder l'info en plus. C'est parti. L'info en plus d'Irina Capron. Pour cette info en plus, vous allez nous parler d'un lycée pas comme les autres, un lycée qui s'est spécialisé dans l'e-sport. Oui, et pour cela, direction Tokyo. La première école dédiée à la pratique du jeu vidéo a ouvert ses portes en avril dernier.
puisque l'année scolaire commence en avril. Le lycée qui s'appelle eSport High School comprend de nombreux équipements spécialisés pour le gaming. Alors l'objectif est de fournir aux étudiants des compétences qui peuvent être utilisées non seulement dans le jeu compétitif, mais également de différentes façons. Les diplômés auront accès à des métiers tels que streamer, développeur de jeux, youtubeur, commentateur de sport ou encore concepteur d'images de synthèse en 3D. Et dans l'eSport High School, un espace de formation en soins est également prévu pour les étudiants pour leur apprendre à maintenir leur bonne santé physique et mentale. Yuko, quelle est la part du jeu au Japon justement à l'école? Alors, jeux vidéo. Extrascolaire, on va dire. Jeux, sport, musique. Alors, sport. Alors, à ce moment-là, je veux parler d'abord de sport. Et vraiment, dès le CP, il y a le cours de gymnastique. Alors ça, c'est vraiment très, très important. Et depuis ma génération d'ailleurs, et qu'ils ont régulièrement le cours de gymnastique dans lequel ils font des exercices physiques, et non seulement faire des exercices physiques, ils apprennent à faire des activités collectives, donc à travers le cours de gymnastique aussi. C'est-à-dire qu'à la fin de l'année scolaire, tous les ans, il y a la fête de sport organisée par chaque école où ils font soit par la chorégraphie ou bien ils ont des activités très traditionnelles japonaises qu'ils présentent en présence des parents d'élèves. Voilà, donc le cours de sport, très important au Japon. Et Shinji, justement, ces activités de club, elles sont encore plus importantes une fois qu'on arrive au collège et au lycée? Ça prend une autre dimension? Oui. Avec beaucoup de compétitions, j'imagine? Oui, et donc cela, souvent, c'est à la charge des enseignants, non pas des professionnels de sport. Ah oui. Donc les enseignants, souvent, ont beaucoup de travail en dehors des cours de l'école. Et le fait que, justement, il y ait toutes ces activités extrascolaires, c'est comme une obligation au Japon? C'est plus que recommandé? Parce que j'imagine qu'après, on le met sur son CV et on pense à son avenir. Pardon, comment il nous croit? Pardon, je disais que ces activités extrascolaires, ces activités notamment sportives, ou je pense aussi à la musique, ce sont des activités qu'on met ensuite sur son curriculum vitae, car après, à l'avenir, on va forcément aller chercher du travail avec ça, et ce sera forcément une plus-value. Oui, tout à fait. Oui, une plus-value, mais relative quand même. Relative? D'accord. Yuko, dans quelle mesure justement toutes ces activités extrascolaires elles peuvent peser sur le CV justement et peut-être être importantes en vue d'un éventuel recrutement? Eh bien, écoutez, en fait, là, donc en fait, toujours natation en première place, et puis il y a le cours d'anglais, le gymnastique. Ce sont 3 premières activités qui sont choisies très souvent par les parents d'élèves. Eh bien, voilà, si on fait la natation, c'est qu'on puisse quand même aller plus loin, c'est-à-dire d'aller à la compétition régionale, nationale, et quand on arrive à être le champion de la course de natation régionale, ça on peut le marquer dans le CV, et puis c'est très très valorisant bien évidemment aux yeux de recruteurs à l'avenir. Donc il y a un peu ça aussi. Mais par contre, comme M. Ida évoquait, et qu'il y a des activités extrascolaires en dehors de l'école et au sein de l'école. Quand ils sont au sein de l'école, eh bien, ces activités-là doivent être supervisées par les professeurs de l'école. Donc ça, comme M. Ida disait, c'est la charge de travail en plus qui pèse sur la responsabilité du professeur. Donc ça, c'est encore notre sujet, notre problématique. Mais par contre, il y a des activités extrascolaires en dehors de l'école où les parents inscrivent leurs enfants de plus en plus, et vraiment dès bas âge, à partir de 3 ans, etc. Donc, comme
les enfants le font longtemps, donc depuis vraiment bas âge jusqu'à l'âge de 18, de 19 ans, voilà. Donc c'est quelque chose assez valorisant pour le CV à l'avenir. Shinji, les journées des petits Japonais, alors je disais qu'elles étaient peut-être plus courtes que ceux des Français, mais c'est peut-être pas forcément le cas, parce que même s'ils sortent plus tôt de cours, ensuite, après ils vont faire leurs activités sportives, ou ils vont faire de la musique, et ensuite, ils vont pour certains avoir ce que vous appelez des juku, c'est ça? Oui. Des cours du soir? C'est très répandu? Oui. Ou ça reste pour une minorité, pour peu d'élèves? Surtout chez les collégiens, je pense. D'accord. Puisque l'entrée au lycée n'est pas obligatoire pour tout le monde. D'accord. Je veux dire, donc, il faut passer les concours pour choisir son lycée. Et comme la plupart de la population va au lycée, et pour l'immense majorité des Japonais, l'entrée en lycée représente un jeu peut-être plus important que l'entrée aux universités. Ah ouais. Je pense pour la majorité des Japonais, non pas des élites, bien sûr. Pour les élites, bien sûr, c'est l'entrée à l'université qui compte bien plus important. Yuko, est-ce que, encore une fois, vous êtes du côté de Quimper, vue de France, est-ce que la pression sur ces élèves japonais n'est pas trop forte? On a ces débats aujourd'hui, nous aussi en France, avec notamment le nouveau bac qui a quand même un peu changé et même beaucoup changé la donne, mais est-ce que la pression sur les jeunes japonais n'est pas trop forte? Est-ce que ces débats font partie de... Est-ce que ces débats ont lieu en ce moment au Japon? Ah oui, on en parle très régulièrement, et puis la pression sur ces jeunes élèves, c'est assez lourd, on peut dire. Oui, parce qu'après chaque examen, il me semble que les résultats sont affichés dans la classe. Et donc, il y a les noms qui apparaissent en fonction de la note obtenue. Donc, il y a même une certaine compétition entre les élèves. Oui, tout à fait, exactement. Et malgré la compétition, il y a tout de même... Quelle est l'ambiance dans la classe entre les élèves? Il y a quand même une ambiance assez chaleureuse, j'imagine? Bien sûr, en fait, disons qu'ils ont tellement l'habitude de ça, en fait, en tout cas à mon sens, et que la compétition est un peu fait partie du quotidien, et que même s'il y a ça, l'amitié qui se crée entre les copains, les camarades de la classe, ça reste quand même quelque chose de sympathique, vraiment quelque chose de sympathique, vraiment ligne à leur âge jeune. Rapidement, est-ce que vous pensez que le système est amené à évoluer? Le système scolaire au Japon est amené à changer? Système lui-même, je ne pense pas. Puisque, quand même... Je pense que c'est en train de... L'enseignement n'est pas uniquement fait pour les enfants. Il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dedans. Yuko, vous pensez que le système est amené à... Yuko, vous pensez que le système est amené à changer? Tout à fait, tout à fait. Parce qu'il y a quand même de plus en plus d'informations qui viennent du monde entier, et que on parle très souvent du système scolaire français au Japon, dans certains milieux, en tout cas, et que vraiment très globalement, un peu schématiquement, on considère au Japon que le système scolaire français arrive à former des gens plus dynamiques et plus créatifs et innovants. Voilà, c'est un peu ça qui manque dans le système scolaire japonais. Ça, c'est un peu mon avis personnel, mais bon, c'est ce dont on parle au Japon aussi. Donc, je pense que le système scolaire japonais et le système scolaire français peuvent un peu compléter et s'inspirer réciproquement pour l'amélioration de chacun. C'est aussi votre sentiment, Shinji, même si je sais que vous connaissez peut-être un petit peu moins le système français? Hélas, non. Hélas, non. Non, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses que les Français ont l'intérêt à limiter chez nous. Hélas, hélas. Peut-être les journées plus courtes pour les élèves et qu'ils puissent faire
plus d'activités extrascolaires, comme chez vous, avec des bien beaux tournois, je sais, en basket, en foot, et j'en passe, en tir à l'arc à partir du collège et au lycée avec ces tournois interrégionaux et même nationaux. Merci beaucoup pour vos témoignages à tous les deux. Merci d'avoir fait l'effort, Yuko Ayakawa Seznek, responsable du département japonais de l'IMBA Business School en Bretagne, et puis Shinji Hilda, professeur de la faculté des études culturelles à The International University of Kagoshima. Merci pour tout, ma chère Irina Capron. Merci à vous. Vous étiez parfaite. À très vite sur School TV.